Alors, donc on est parti pour l'étude des médicaments avec le premier chapitre donc sur tout ce qui est utilisé pour la douleur et l'inflammation. Donc ici j'ai fait plusieurs dias. Attention, c'est les informations donc importantes à retenir. Ça ne veut pas dire que le reste il ne faut pas l'étudier, mais ça c'est vraiment le strict minimum à avoir en tête pour ce chapitre sur douleur et inflammation. Donc la première chose déjà qu'on a vu au niveau des médicaments, bien retenir que c'est tout ce qui est à base de paracétamol qui est le premier choix. Donc premier choix pour tout le monde, donc bébé, femme enceinte, personne âgée, il n'y a aucun problème avec le paracétamol. D'autant plus que les effets secondaires, je l'ai mis dans le cours, c'est seulement en cas de surdosage que c'est toxique au niveau du foie. Si on l'utilise au bon dosage, à la bonne posologie, il n'y aura pas d'effet secondaire. Donc c'est pour ça que c'est le premier choix. Petite remarque, j'avais dit qu'au-dessus de 10,05 grammes, donc pour rappel, on l'avait vu en législation, ça correspond à la dose massive, qui est 3 fois la dose journalière de 3,35 grammes. Normalement, toute boîte qui contient plus que 10,05 grammes de paracétamol, on serait censé la donner seulement sous prescription médicale. Maintenant, ça c'est la théorie. En pratique, vous avez des boîtes de Dafalgan 1 g avec 120 comprimés dedans pour certains génériques. Dafalgan c'est 50 maximum, donc on est déjà à 50 grammes. Personne ne va vous demander une ordonnance. Par contre, certaines pharmacies vont vous faire signer une demande écrite, donc pour bien dire, voilà, j'ai donné une boîte qui contient beaucoup de paracétamol, et ils se déchargent entre guillemets. Mais dans certaines officines, on ne vous demande même rien du tout. Donc ça c'est, en théorie, on serait censé demander une ordonnance. Posologie du paracétamol, à absolument connaître par cœur, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Celle-là, donc celle du paracétamol et celle du l'ibuprofène un peu plus loin, vous ne devez jamais les oublier, parce qu'en plus pour les enfants, on a bien vu que c'était par kilo. Donc ça, on fera des exercices, donc vous devez toujours, quand c'est pour un enfant, demander son poids. Et là, alors, vous allez devoir vous calculer combien vous pouvez donner par prise de paracétamol et combien en tout il peut en prendre sur la journée. Donc absolument la retenir par cœur. Alors, chose très importante, il faut faire attention à ce que j'appelle le paracétamol caché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans certaines spécialités, j'ai pris l'exemple ici du Sinutap parce que c'est un médicament qui sort assez souvent. Donc comme son nom l'indique, pour les sinus, c'est surtout utilisé en cas de sinusite. En cas de sinusite, on a vraiment le nez bouché, on a mal la tête quand on se penche vers l'avant. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce médicament-là ? Du paracétamol pour justement les maux de tête et de la pseudoéphédrine. Pseudoéphédrine, c'est pour dégager le nez qui est bouché, les sinus qui sont bouchés. Et donc les personnes viennent chercher du Sinutap, ils ont vu la pub, ils en ont entendu parler, ça marche bien pour tout ce qui est sinusite, mais ils sont peut-être pas au courant que dedans il y a du Dafalgan, il y a du paracétamol. Si je regarde par comprimé de Sinutap, il y a déjà 500 mg de paracétamol. Donc Sinutap, on peut prendre ça par exemple matin, midi, et pas trop tard le soir, vers 4-5 heures, ça on verra pourquoi plus tard. Mais s'il prend un comprimé de paracétamol, de Sinutap, pardon, et qui se dit « Ah, j'ai encore mal la tête », j'ai envie de dire c'est normal, avec juste 500 mg de paracétamol, si c'est un adulte qui fait 70-80 kg, ce sera pas suffisant. Mais il va peut-être se dire « Je vais prendre mon Dafalgan 1 gramme à côté », et donc du coup il va avoir par prise 1,5 g de paracétamol, donc ce qui est beaucoup de trop. Donc chez ces personnes-là, quand on le délivre, c'est toujours bien de dire « Est-ce que vous êtes au courant que par comprimé, il y a déjà Dafalgan 500 mg ». Donc si vous avez encore mal la tête malgré le Sinutap, vous pouvez rajouter 500 mg de paracétamol, mais pas plus. Donc voilà, ça c'est un exemple pour lequel il faut faire attention, surtout que c'est en vente libre, donc les personnes peuvent vite faire n'importe quoi et associer des spécialités qui contiennent, plusieurs spécialités qui contiennent du paracétamol. Un autre exemple, c'est le Zaldiar. Bon, celui-là, il est sur ordonnance. On l'a vu un petit peu plus loin dans le cours, ça fait partie des analgésiques morphiniques. Donc ici, dans le paracétamol, c'est du tramadol, ça c'est l'analgésique morphinique. Mais dedans, il y a du paracétamol. Et par comprimé, il y a 325 mg de paracétamol. Si on regarde la posologie, pour le Zaldiar, ça se prend très souvent 2 comprimés en même temps et on peut aller jusqu'à 8 par jour. Donc ça veut dire que par prise, la personne elle a déjà 650 mg de paracétamol et si elle prend les 8 comprimés de Zaldiar, elle a déjà sur sa journée 2,6 g de paracétamol. Donc si elle veut, parce que des fois le médecin a dit si ça ne suffit pas, vous pouvez rajouter du Dafalgan. S'il veut rajouter du Dafalgan, il faut en tenir compte qu'il a déjà ça sur sa journée pour ne pas dépasser, si c'est sur un court terme, 4 grammes, si c'est sur un long terme, 3 grammes de paracétamol. Donc ça vraiment,
faire attention. Il y a d'autres exemples, j'ai pas tout mis là, mais on y reviendra au fur et à mesure. Alors, deuxième molécule pour ce chapitre-là, donc c'est l'acide acétylsalicylique, hein, donc le principe actif de la spécialité aspirine, c'est le plus connu. Donc pour rappel, pour toutes ces propriétés antidouleurs, anti-fièvre et anti-inflammatoires, c'est pas le premier choix, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a des interactions, donc en gros pour ces choix-là, on l'oublie en conseil comptoir. N'allez pas conseiller de l'aspirine pour un mal de tête, allez vers le paracétamol, ou second choix, on verra l'ibuprofène. Mais celui-là, on l'oublie en conseil comptoir. Par contre, c'est utilisé pour la prévention cardiovasculaire. Ça a de faibles doses, donc la personne va prendre tous les jours une petite dose d'aspirine pour fluidifier son sang et éviter de faire un infarctus, éviter de faire une thrombose, un accident vasculaire cérébral, etc. Donc ça, par contre, c'est utilisé beaucoup pour ça. Donc je les ai remis ici, l'aspirine donc en faiblement dosée donc pour la prévention cardiovasculaire. Il y a la cardioaspirine, c'est dosé à 100 mg. Il y a l'Azaflo qui est dosé à 80 mg donc d'acide acétylsalicylique. Et il y a un deuxième dosage de 160, mais le plus souvent c'est ces deux-ci qui sortent. Donc à prendre un seul comprimé tous les jours. Et pour rappel, je l'ai bien entouré, on le voit chaque fois sur la boîte, c'est indiqué. Là, il est bien mis comprimé gastro-résistant, là aussi. Donc, ce sont des comprimés qui sont enrobés donc, pour protéger l'estomac. Donc, on doit les prendre en dehors des repas. Sinon, l'enrobage, comme vous l'avez vu en galénique, ne servira à rien. Alors, attention, il existe encore l'aspirine 100. Donc, vous voyez, les boîtes cardioaspirine, aspirine 100 se ressemblent très fort. La composition est la même. C'est acide acétylsalicylique 100 mg. Pareil qu'ici, c'est le même dosage, mais là, c'est des comprimés gastro-résistants. Là, il est juste mis comprimé classique. Ça va? Donc ici, il faut absolument, si la personne veut celui-là, dire que cette aspirine-là, tous les jours, elle devrait être prise au moment d'un repas pour protéger l'estomac, parce que sinon, à force, ils vont avoir des soucis au niveau de la muqueuse gastrique. Mais très souvent, c'est celui-là qui sort. Alors, donc à ne pas confondre avec toutes les autres spécialités qui sont à base d'aspirine, donc d'acide acétylsalicylique. Donc il y a la spécialité aspirine, mais alors là avec des doses plus fortes pour avoir l'effet antidouleur, anti-fièvre et anti-inflammatoire. Donc là c'est à 500 mg. Cédergine, c'est de l'acide acétylsalicylique dosé à 1 g par comprimé. L'aspirine C, il y a 400 mg de principe actif A1S et un petit peu de vitamine C. Donc ça, ce dosage-là, c'est utilisé pour les 3 indications qui sont là. Okay. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Exemple à l'examen, si je vous dis, tiens, cardioaspirine, ça a quoi comme indication? C'est utilisé pour quel usage? C'est pour la prévention cardiovasculaire. N'allez pas mettre que la cardioaspirine, c'est un antidouleur, anti-fièvre à 100 mg. Vous n'aurez jamais cette action-là. Ou alors si, mais vous en prenez 10 par prise et vous répétez ça plusieurs fois sur la journée, mais ça n'a pas de sens. Donc, ensuite, après ça, viennent les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc on appelle, pour avoir plus facile, donc les INS. Donc au niveau du mode d'action, c'était expliqué dans le cours, ils agissent sur des enzymes qu'on appelle les COX, donc qui sont les cyclooxygénases. Il y a 2 types de cyclooxygénases dans l'organisme, il y a les COX-A et il y a les COX-2. Toutes les deux produisent des prostaglandines. D'une part, quand c'est la COX-A qui synthétise, c'est des prostaglandines qui vont protéger l'estomac. Et la COX-2 synthétise des prostaglandines qui sont responsables de l'inflammation. Mais tous les INS, sauf 2 qu'on va voir après, tous les INS ne font pas la distinction entre ces 2 enzymes-là et inhibent les 2 enzymes. Donc c'est bien, ça empêche l'inflammation, c'est ce qu'on recherche, mais malheureusement, à côté de ça, il y a l'effet secondaire que ça va avoir des soucis au niveau, on va avoir des soucis au niveau de l'estomac parce qu'il n'y a plus ces prostaglandines-là qui sont synthétisées. Donc il s'était dit, on va faire, attention, on change de dia, on va faire des INS COX-2 sélectifs en se disant, voilà, on va faire en sorte que ces INS-là, donc il y a 2 spécialités, c'est l'Arcoxia et c'est l'Ebrex, n'inhibent que cette enzyme-là, comme ça on a bien l'effet voulu anti-inflammatoire, et laisse cette enzyme-là faire les prostaglandines pour protéger l'estomac. Donc ça c'est l'idéal, mais on a vu par la suite que malheureusement ces 2 médicaments-là, donc Arcoxia et Celebrex,
ont beaucoup de problèmes, enfin entraînent des problèmes au niveau cardiovasculaire, et donc du coup ils sont moins souvent utilisés. Donc c'est les autres que vous allez souvent voir sortir en officine, et donc c'est pour ça que dès qu'on donne un anti-inflammatoire non stéroïdien, on va toujours dire de le prendre au repas, sauf s'il s'agit d'un médicament qui est un comprimé gastro-résistant. Comme d'habitude, là il faudra le prendre en dehors des repas. Alors, au niveau donc des AINS de manière générale, donc si on cherche l'effet antalgique, antipyrétique, c'est pas le premier choix. On avait vu que le premier choix c'est le paracétamol, puisqu'à dose normale, il n'y a pas d'effet secondaire. Bien sûr, si on veut un effet anti-inflammatoire, là on n'a pas le choix, le paracétamol n'a pas d'effet anti-inflammatoire. Donc, avoir en tête qu'avec les AINS, même si on les prend à la bonne posologie, donc votre Nurofen avec l'ibuprofène à l'intérieur, même si vous le prenez de manière correcte, vous aurez les effets secondaires. Donc problème au niveau de l'estomac, donc c'est pour ça qu'il faut bien le prendre en mangeant. Ça peut un peu augmenter la tension artérielle, c'est pour ça que ce n'est pas l'idéal chez les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires ou qui ont de l'hypertension. Ou alors il faudra qu'ils soient au courant que ça peut un peu augmenter leur tension ou le prendre à court terme. Mais tout ça, il faut en tenir compte. Il faut faire attention avec les médicaments qui fluidifient le sang. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire attention quand on donne un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et comme je vous avais dit, posologie de l'ibuprofène, pour adultes et pour enfants, absolument retenir par cœur, puisque là vous allez devoir calculer vous-même pour les enfants combien il peut prendre par prise et par jour. Alors, dans le cours, il y avait deux spécialités, Arthrotech et encore une autre, qui contenaient déjà un AINS plus un protecteur de la muqueuse gastrique. Je ne vous ai pas demandé de les retenir ceux-là parce qu'ils ne sortent pas très souvent. Par contre, quand on sera dans le système gastro-intestinal, on verra les spécialités qui protègent la muqueuse de l'estomac. Donc ça, ils sont souvent associés avec les AINS, mais les spécialités, les deux qui sont dans le cours, qui contiennent déjà les deux ensemble, ne sortent pas, donc ça, il ne faut pas les retenir. Donc, pour rappel, chez un enfant, en cas de varicelle, on ne peut pas donner d'ibuprofène, donc on ne peut pas donner de Nurofen parce qu'il y a vraiment une surinfection qui peut se faire au niveau des petites vésicules. Donc ça, il faut avoir en tête que chez les enfants, Nurofen en cas de varicelle, il faut absolument oublier, on reste juste sur le paracétamol pour traiter la fièvre. Autre remarque, avec les AINS, il y en a 3 principes actifs qui se terminent par oxycam. Je les avais bien mis en évidence dans le tableau. Ceux-là sont particuliers, pourquoi? Parce que les oxycam, ils ont une longue durée de demi-vie, donc ça veut dire qu'il faut le temps pour que le principe actif soit éliminé du corps. Donc c'est pour ça que leur posologie, elle est un petit peu particulière et qu'on les prend beaucoup moins souvent qu'un Nurofen où on prend ça 3-4 fois par jour. Donc ici, exemple, le piroxicam, c'est le principe actif ici du Felden. Maximum, c'est 20 mg, donc on peut prendre une seule fois par jour. Donc ici, avec un comprimé de Felden qui est déjà dosé à 20, mais ça veut dire que la posologie, c'est 1 par jour. Point. C'est la posologie max. Donc si un jour, vous voyez sur une ordonnance, et ça arrive, ça pourrait arriver que le médecin se trompe, maintenant avec les ordonnances électroniques, il y aura moins de soucis. Mais ceci, c'est une erreur, parce que là, ça voudrait dire qu'il aurait 40 mg de P1 par jour. C'est beaucoup trop. Donc c'est pour ça que moi je vous demande de retenir pour chacun des 3 P1 quelle est la dose max qu'on peut donner par jour. Donc piroxicam, vous savez que c'est 20, ben, si vous avez un Felden à 20, c'est 1 par jour maximum. Attention, pour rappel, l'Iotaps, il l'est mis en dessous, vous l'avez directement sur la boîte, il est mis comprimé orodispersible, donc ici ce sont des comprimés qu'on met en bouche sur la langue qui fondent sans eau et donc qui agissent assez rapidement. Un deuxième exemple d'oxycam, donc c'est le meloxicam. Lui, vous devez retenir que la dose maximale par jour c'est 15 mg. Ben, exemple de spécialité ici qui contiennent ce PA-là. Donc le Mobic, il est dosé à 15, ça veut dire que ce sera un seul comprimé par jour. Mais par contre, maintenant, il y a des génériques où le meloxicam est dosé à 7,5. Ben là, ok, il peut en prendre un le matin et un le soir maximum. Voilà. Donc ça va vous servir d'avoir ça, d'avoir ces posologies-là en tête. Alors, pathologie suivante, donc c'était la goutte.
Donc là, tout était bien expliqué dans le cours. Je vous ai juste mis ici une image pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc une crise de goutte avec ces dépôts d'acide urique au niveau d'une articulation. Donc je vous avais bien mis, c'est souvent au niveau du gros orteil. Ça fait vraiment très très mal. Donc c'est pour ça que tout ce qui est... Oui, le froid bien sûr peut aider. Paracétamol, un ibuprofène peut aider. Mais souvent, c'est pas suffisant. C'est pour ça que vous avez donc le traitement à base de colchicine. On en reparlera parce que ça vient d'une plante, ça vient de la colchique. Donc on en reparlera l'année prochaine dans le cours de phyto. Vous avez ce traitement-là en plus qui peut être donné, mais attention, la colchicine, c'est un PA qui est toxique, je vous ai dit à marge thérapeutique et étroite, donc c'est quelque chose qu'on donne à court terme. Donc c'est ça, je vous dis, bien faire la différence entre le traitement de crise, je suis en crise, j'ai mon articulation tout enflée, je prends ça pendant quelques jours et puis ça s'arrête. Et le traitement de fond, où là, voilà, j'ai souvent des crises de gouttes, mais du coup, une fois que la crise est finie, le médecin va instaurer un traitement, c'est très souvent le Zyloric qui est donné, c'est le premier choix, où je vais tous les jours devoir prendre un petit peu de Zyloric pour essayer d'éviter de refaire une future crise de gouttes, en plus des conseils qu'on avait vus au niveau alimentaire, qu'il faut éviter certains aliments pour ne pas favoriser une crise de gouttes. Dernier point, donc c'était avec les analgésiques morphiniques, qu'on appelle maintenant aussi les opioïdes. Attention, bien retenir les effets secondaires, donc il y en a 6 principalement à retenir. Donc les nausées, vomissements, bien rassurer la personne, c'est surtout au début du traitement, donc c'est possible que le médecin mette justement un antiémétique pour limiter ces nausées et vomissements juste au début. Deuxième, ça on y reviendra quand on sera dans le système gastro-intestinal, un analgésique morphinique va d'office entraîner de la constipation. Donc on ne va pas attendre que la personne soit constipée pour instaurer un traitement laxatif. On va tout de suite lui donner un laxatif, mais on verra qu'il y a certains types de laxatifs qu'on peut donner et d'autres pas. Donc ça, on y reviendra quand on sera dans le cours de gastro-intestinal. Il faudra bien lui donner un laxatif qu'on appelle doux, qui peut prendre tous les jours pour éviter donc, qu'il y ait cet effet secondaire de constipation. En plus, il y a de la sédation, hein, donc ça veut dire de la somnolence, donc attention, conduite de véhicule, etc. Tolérance et dépendance, donc pour rappel, tolérance, il devra, si c'est à long terme, toujours augmenter les doses pour avoir le même effet. Et le jour où il voudra arrêter, à cause de la dépendance, il faudra le faire de manière progressive pour ne pas avoir des symptômes de sevrage. Et enfin, s'il y a des fortes doses d'analgésiques morphiniques, il peut y avoir une dépression respiratoire. Donc ça, c'est souvent quand c'est des très grosses doses, ou si on l'associe à un autre médicament, les anxiolytiques, ou à de l'alcool qui a aussi cet effet secondaire-là. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter l'alcool quand on est sous analgésique morphinique. Alors, dans les spécialités, il y avait ici une qui était un petit peu particulière dans les moyennement puissants, donc c'est le Valtran. Le Valtran, ça associe 2 principes actifs, la thylidine et naloxone. Donc, thylidine, c'est l'analgésique morphinique, c'est l'agoniste morphinique, c'est lui qui va avoir un effet antidouleur. Et dedans, il y a en plus de la naloxone, donc qui est un antagoniste morphinique, donc ça veut dire qu'il va empêcher ma thylidine de fonctionner. Donc, à première vue, ça paraît un petit peu aberrant, mais en fait, c'est fait exprès, donc j'explique. À dose normale, quand vous prenez le Valtran pour avoir l'effet antidouleur à une bonne dose, la naloxone, elle est dégradée au niveau du foie. Donc, c'est comme si elle n'était pas là. Donc, vous avez bien l'effet de votre agoniste morphinique qui fait l'effet antidouleur, c'est très bien. Mais le problème avec ces analgésiques-là, c'est que parfois, il y a de l'abus de personnes qui le prennent. Elles ont tendance à augmenter elles-mêmes leur dose. Mais ici, c'est là que vient jouer le rôle de la naloxone. Si la personne augmente ses doses, mais la naloxone ne sera plus dégradée et du coup, elle viendra empêcher l'excès de thylidine de fonctionner. Donc c'est pour ça que le but du Valtran, le but d'associer ici un agoniste et un antagoniste, c'est juste pour lutter contre un usage abusif. Maintenant, comme j'ai mis en dessous, si à un moment donné, l'effet à dose normale n'est pas suffisant pour avoir l'effet antidouleur, augmenter les doses, ça ne servira à rien, puisque ceci va venir empêcher la thylidine de fonctionner. À ce moment-là, il faudra aller vers un analgésique plus puissant, donc dans les très puissants, comme le dirogésique, la morphine par exemple, qui sont, eux, beaucoup plus puissants que le Valtran.
Et alors dans les analgésiques très puissants, donc pour rappel, on avait, donc ici il y a deux types de patchs, ceux à base de buprenorphine et ceux à base de fentanyl. On avait vu, allez la revoir, la fiche SSPF avec les conseils pour la bonne utilisation des patchs. Et ici, vous voyez, donc au niveau posologie, je vous l'avais déjà dit avec les patchs, c'est vraiment spécifique à chaque spécialité. Le Transtec, donc tout ça à retenir par cœur, ça se change tous les 4 jours, tandis que le Durogésique, mais ça se change tous les 3 jours. Donc vous voyez, il faut vraiment ne pas dire, je sais pas moi, patch tous les jours. Non, il faut bien savoir que pour les patchs, c'est une posologie bien spécifique. Alors, je vais également vous envoyer ici les 2 fichiers que je vous montre ici à l'écran. Le premier fichier, donc je vous ai fait un tableau, voilà, une page et demie ici, qui reprend tous les médicaments dont on a parlé dans le système douleur-inflammation, avec chaque fois la classe à laquelle ils appartiennent et le principe actif. Bon, ça je vous ai fait ça pour vous montrer, c'est un moyen peut-être d'étudier les médicaments plus facilement parce qu'ils sont tous regroupés sur la même page. À prendre ou à laisser, mais je veux dire, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser et faire pour tous les autres systèmes. Je vais vous l'envoyer aussi sous forme de fichier Word, comme ça s'il y a des choses que vous voulez rajouter ou mettre en couleur, parce qu'il y en a qui aiment bien peut-être mettre par couleur pour refaire sortir certaines classes et avoir plus facile d'étudier. Donc ça c'est un moyen pour étudier les médicaments. Deuxième moyen pour étudier les médicaments, donc ça je vais vous l'envoyer aussi. Donc je vous ai remis ici toutes les photos, donc il y a beaucoup de pages, hein, je vous ai remis toutes les photos des médicaments du système douleur-inflammation. Ça c'est pour ceux qui ont une mémoire plus visuelle, parce que c'est vrai qu'ici vous êtes toujours en cours théorique, vous n'avez encore jamais été en stage, vous n'avez encore jamais manipulé tous ces médicaments-là. Donc peut-être que de voir une photo des spécialités, ce sera peut-être plus facile pour vous pour les étudier. Donc moi ce que je vous conseille de faire, mais de nouveau c'est pas obligé, vous pouvez mettre ça à la poubelle si vous voulez, mais un moyen de faire c'est de les imprimer pour bien faire en couleur, vous amuser à découper toutes les spécialités et du coup mais vous avez comme ça un petit tas d'images pour pouvoir étudier les médicaments. Alors ce que je vous conseille de faire, parce que sur les spécialités ça dépend lesquelles, mais il y en a sur lesquelles on voit très bien le PA qui est en dessous, mais ce serait d'effacer donc avec un marqueur le nom du PA et comme ça par exemple vous sortez l'image perdolant, vous devez pouvoir dire le principe actif qui est à l'intérieur. Et un exemple aussi que vous pourriez faire, c'est le mettre sur une fiche. Et derrière la fiche, vous notez, voilà, principe actif, paracétamol. On est dans la classe analgésique antipyrétique, effet secondaire en cas de surdosage, hépatotoxicité. Remettre les grosses caractéristiques de chaque spécialité. En plus, le fait de faire des fiches comme ça pour chaque, ceux qui ont besoin d'écrire pour que les infos rentrent, ça peut être un bon exercice. Donc voilà, c'est vrai que ça peut aider. Et en plus, je sais pas, on peut imaginer que quelqu'un peut vous aider du coup après à réviser. La personne en face de vous vous montre le médicament, ok, et elle a les infos derrière que vous êtes censé pouvoir lui répéter par cœur. Voilà, donc ça c'est un deuxième exemple pour étudier les spécialités. Et alors dans une prochaine vidéo, ce que je ferai, je vous expliquerai comment fonctionne le site ici, ce qu'on appelle le site du CBIP. En fait, ça c'est le répertoire des médicaments en ligne. Le groupe de Liège, je vous avais déjà eu 3 cours, donc vous aviez eu le répertoire sous forme papier. Le groupe de Oui, malheureusement, ça j'ai pas encore eu l'occasion de vous le donner. Mais ici, sur ce site-ci, vous avez toutes les infos et même beaucoup plus que dans le répertoire papier. Surtout que ceci c'est mis à jour continuellement. Donc tout ce qui sort comme médicaments, les nouveautés, les retraits, tout est indiqué. Donc ça, je vous ferai une vidéo pour voir ce qu'on peut trouver comme information et comment les chercher. Donc comme ça, vous aurez un petit peu une idée aussi. Peut-être que ça vous aidera aussi pour étudier les spécialités.